Bonjour, c'est Gaëtan du blog Apprendre la programmation. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour accompagner mon article sur Gitflow. Donc, c'est un peu vous montrer comment ça fonctionne et comment l'utiliser. Et en bonus, à la fin, je vais vous montrer comment je l'utilise dans l'entreprise où je travaille. Donc un petit peu les références, les liens que je vais donner, vous pourrez les trouver en détail dans la description de cette vidéo. Et je vous mettrai aussi le lien de l'article qui accompagne cette vidéo. Donc rentrons dans le vif du sujet. Gitflow, comme là je viens de vous mettre à l'écran, donc je vous mettrai le lien dans la description. C'est un lien qui explique pas mal de choses sur Gitflow, mais rapidement, Gitflow, qu'est-ce que c'est? C'est un workflow Git, une méthode de travail Git. Il y en existe quelques-unes maintenant, et Gitflow, c'est celle qui est la plus utilisée, la plus reconnue, et bref, la plus populaire au niveau des développeurs. Donc là, Gitflow, j'insiste bien là-dessus, c'est une méthode de développement, une méthode d'organisation de vos dépôts Git. Donc vous devez appliquer cette méthode d'un côté, et il y a aussi l'utilitaire, l'outil Gitflow qui s'appuie sur cette méthode. Donc il faut bien faire la différence entre les deux, car vous pouvez très bien utiliser la méthode Gitflow sans l'outil. C'est tout à fait possible, ça sera un peu bête quand même, faut dire ce qui est, puisque cet outil-là est fait justement pour appliquer la méthode sans trop se poser de questions. Donc comme je vous l'ai dit, Gitflow, l'outil en tant que tel, c'est un petit utilitaire à installer en local sur votre machine. Ça fonctionne donc en local, ce qui veut dire que si derrière vous voulez utiliser cette méthodologie sur un de vos projets et collaborer à plusieurs dessus, il faut bien veiller que tout le monde utilise Gitflow, la méthode Gitflow, et la respecte suivant les paramètres que vous avez définis ensemble. Donc, comment ça se passe au niveau de l'installation de Gitflow? Alors moi, je ne vais pas vous le montrer étant donné que je l'ai déjà installé sur mon Mac, parce que je suis sur Mac. Par contre, on peut l'installer tout à fait sur tous les OS, sur Linux, sur Windows. D'ailleurs, dans la page un peu plus bas, voilà, il y a la partie Setup. Donc moi, j'ai dû installer Gitflow via cette commande. Mais après, bon, pour Linux, vous utilisez fameux apt-get install, et pour Windows, ça sera du wget. Une fois que l'utilitaire est installé, logiquement, dans votre terminal, vous faites un coup de gitflow-help, et logiquement, si vous met la partie d'aide de Gitflow, c'est qu'il est correctement installé. Mais c'est pas très compliqué. Donc voilà, moi ce que je vais plutôt vous montrer, c'est le fonctionnement des branches de Gitflow et qu'est-ce que ça fait quand on les exécute. Et je vous montrerai aussi comment nous on utilise, où je travaille, la méthode Gitflow dans notre organisation. Donc on va passer dans le vif du sujet. Donc pour vous faire une démonstration de tout cela, je vais créer un petit repo sur GitHub. Donc je vais l'appeler Gitflow example, par exemple. On va le laisser en public. Je vais l'initialiser, voilà, avec un un readme, pas un gitignore, juste le readme. Et je vais créer le repo. Voilà, parfait. Et pour commencer à jouer avec, je vais le cloner directement dans mon IDE. Donc voilà. Et voilà. Alors, comme je vous l'ai dit au début, Gitflow est assez répandu et très populaire. Donc qui dit très populaire dit qu'il s'intègre en fait dans pas mal d'IDE.
Moi, par exemple, j'utilise WebStorm, un outil de JetBrains que j'adore. Je trouve que c'est assez bien foutu comme IDE. Mais par exemple, si vous utilisez VS Code, je sais qu'il y a des petites add-ons pour pouvoir rajouter Gitflow. Donc normalement, si on va un coup sur Google et qu'on fait VS Code, donc Gitflow, voilà, vous voyez sur le marketplace, il y a un petit add-on à rajouter pour pouvoir utiliser le modèle Gitflow. Donc voilà. Donc moi je l'ai, bon là je vais l'utiliser peut-être une ou deux fois pour vous montrer l'interface graphique dans WebStorm, mais surtout nous on va utiliser les lignes de commande. Mais en tout cas il est là. D'ailleurs comme le process Gitflow n'est pas initialisé, il me propose de l'initialiser, donc voilà, vous voyez si je clique, ce qu'on voit au niveau de l'écran ici, c'est ce qu'on va avoir en ligne de commande. Donc on va le faire tout de suite. Alors, petite chose à savoir, contrairement, on va dire, à Git, c'est que si vous initialisez un Gitflow sur votre repo, votre collègue qui peut travailler sur votre projet et qui doit utiliser Gitflow n'aura pas... ne va pas récupérer les paramètres que vous avez fait en fait. C'est le seul truc un peu dommage, on va dire, mais bon, c'est comme ça. Donc là, pour initialiser Gitflow sur son repo, on fait un Gitflow init, tout simplement. Et là, il va nous demander pas mal de questions. Donc voilà. Alors, la première, je vais revenir sur ce point-là, même si je l'ai décrit dans mon article, mais il y a deux grands types de branches au niveau de la méthode Gitflow. Il y a ce que j'appelle moi les branches principales, ou plutôt permanentes. Donc ça sera la branche master et la branche develop. Donc la branche master, c'est la branche qui va contenir le code de production. Donc ce que vous avez sur le code master, c'est ce qui doit tourner au niveau de la production pour votre application. Et il y a la branche develop, qui elle va contenir en fait toutes les fonctionnalités que vous allez développer et que vous allez après par la suite mettre en production. Petite anecdote, vous voyez, j'ai que la branche master en local et sur le remote. Si je vais sur le repo, justement, vous voyez, j'ai pas la branche develop. Et il la faut absolument pour Gitflow. Alors avec la commande Gitflow init, il n'y a pas besoin de se dire il faut créer la branche develop avant, il va la créer tout seul en fait. Donc là, les branches pour les releases, ça sera master. En fait, quand vous faites un Gitflow init, si vous utilisez la méthode et que vous la respectez scrupuleusement, en fait, vous n'avez pas besoin de changer les paramètres, vous pouvez juste faire que des enter en fait. Donc voilà, là après il va me dire voilà pour la branche de develop et toutes les branches qu'il faut. Voilà. Donc les autres branches, ce sont ce que j'appelle moi des branches de travail. Des branches aussi qu'on pourrait appeler de temporaires, c'est-à-dire que vous allez les utiliser pour faire certaines choses suivant ce que propose la méthode par rapport à votre travail. Et une fois qu'elles seront terminées, que vous allez dire hey, c'est bon, maintenant elles peuvent aller sur les branches principales, ces branches vont disparaître, vont être supprimées. Donc ce sont des branches de travail, donc temporaires. Il en existe 5 dans la méthode Gitflow, mais c'est vrai que la plupart des développeurs qui utilisent Gitflow et ce qu'on peut voir au niveau du net, c'est qu'en fait, il y a surtout 3 branches qu'on utilise. Donc les branches de feature, donc c'est pour les nouvelles fonctionnalités. La branche hotfix. Alors, quelle est la différence entre bugfix et hotfix? Bah... Moi, je trouve qu'au niveau terminologie, pas de trop, puisque au final, c'est toujours pour faire un fixe, hein, c'est pour résoudre un bug pour moi. Donc, la branche bug fixe, souvent, on l'utilise pas souvent. La branche de release, bah, c'est pour déployer et produire une nouvelle version de son application. Et il y a aussi la branche de support que vous pouvez utiliser si jamais vous voulez vraiment dédier des branches pour faire de la documentation, entre autres.
Logiquement, la documentation, de manière générale, si vous le faites, bien entendu, et je vous conseille de le faire, on le fait pendant le développement de la fonctionnalité en fait. C'est à ce moment-là qu'on produit la documentation. Il nous propose aussi en fait de préfixer nos versions de nos tags, donc nos versions qu'on veut produire. Donc par exemple, si vous avez comme convention de dire toutes nos versions au niveau de nos tags, ça commence par V et le numéro de la version derrière, on peut mentionner derrière le caractère V pour que ça soit préfixé. Comme ça, nous derrière, on a juste à mettre le numéro de version et il va préfixer tout seul par la lettre V. Bon, par défaut, il ne met pas de préfixe, mais sachez que vous pouvez en mettre un. Donc là, je fais Enter. Là, c'est un... Ouais, il me demande juste où il doit stocker les hooks, ce qui est pas intéressant pour là. On fait juste Enter, et puis voilà. Donc là, mon git flow est initialisé. Et d'ailleurs, si je clique ailleurs, vous voyez, là, c'est no git flow. Si je clique ailleurs, voilà, le git flow est instancié et mon extension a trouvé. D'ailleurs, vous voyez, la plupart des petites add-ons qui se rajoutent au niveau de vos IDE, en fait, ils vont vous proposer toujours ces trois types d'actions parce que les autres, elles sont vraiment pas beaucoup utilisées en fait. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau de chacune des branches, donc de ces trois-là. On en créera une après avec la petite interface graphique, mais là le but c'est de créer avec la ligne de commande. Donc on va créer une petite feature qui va modifier tout simplement le README. Alors l'exemple est un peu bateau, on s'en fiche, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne avec les lignes de commande et vous donner des explications supplémentaires de qu'est-ce qui se passe derrière. Donc pour créer une nouvelle feature, ça va être très simple, on va faire git flow. Comme on démarre une nouvelle fonctionnalité, parce qu'on veut faire une fonctionnalité, on va commencer par le mot start. Derrière, on va dire que c'est une feature. Et derrière, on va mettre le nom de la branche. Donc une branche sur Git, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de caractère bizarre, donc soyez très simple au niveau du nommage. Donc là, moi je vais l'appeler par exemple update_readme. Et aussi au passage, je ne vous l'ai pas montré, mais vous voyez, il a aussi, j'avais oublié, donc il m'a créé en local la branche develop. Bon, elle n'est pas encore sur le remote parce que j'ai pas pushé ce qui a été généré, mais si je l'aurais fait, il y aurait bien master et develop sur le repo distant. Donc là, je vais faire enter. Oui, c'est normal. J'ai fait une bêtise, comme j'utilise plus l'interface graphique. En fait, c'est feature, le mot-clé de l'action qu'on veut faire, puis le nom de la branche. Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec git flow, c'est qu'à chaque fois que vous exécutez la commande, en fait, il vous explique ce qu'il a fait. Donc là, il me dit, voilà, je t'ai switché sur ta nouvelle branche qui s'appelle feature update readme, et voici un résumé des actions que j'ai effectuées pour toi. Donc j'ai créé une nouvelle branche que j'ai basée sur develop, et je t'ai switché directement sur la branche readme. En fait, il vous décrit exactement en une ligne de commande ce qu'il a fait, ce qui est plutôt pas mal. Parce qu'en fait, ces actions auraient pu être réalisées manuellement. J'aurais pu directement me mettre sur Develop, bon j'y étais déjà, et j'aurais pu dire je crée, j'aurais pu faire ça, je crée une nouvelle branche depuis Develop et je fais un checkout dessus. J'aurais pu le faire directement. Mais là en fait j'ai pas besoin de me poser la question. C'est ça aussi la force de l'utilitaire de Gitflow, c'est que comme il se base sur la méthode Gitflow, en fait tout ce que vous avez à penser c'est de dire bon, qu'est-ce que je fais là? Je résous un bug, je vais mettre une nouvelle version en production, ou je fais une nouvelle fonctionnalité. Ok, je démarre une nouvelle fonctionnalité, donc je tape les mots-clés et je mets le nom de la branche et il s'occupe de le faire pour moi.
J'ai pas commencé à réfléchir de savoir ah bah je fais une nouvelle fonctionnalité, donc attends, il faut que je parte de développe, mais il faut que je vérifie si c'est bien à jour pour pouvoir tirer ma branche, etc., etc. En fait, l'utilitaire le fait pour nous. Donc là, vous voyez, il m'a créé une nouvelle branche. Donc on peut pousser bien entendu les branches sur le serveur, et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire en fait, hein. On va tout pusher. Voilà. Donc là je vais pusher ma branche. Pour le coup, je vais juste me remettre sur Develop temporairement, et je vais le pusher aussi. Alors, bien entendu, on n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, tout dépend comment vous fonctionnez. Là, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Votre branche n'est pas obligée d'être sur le repo distant en fait. Ça peut rester tout à fait en local, à part si justement vous voulez quand même avoir une sauvegarde et versionner juste au cas où. Donc là, si je retourne sur le repo et que je recharge, voilà, donc j'ai toujours master, j'ai développe et j'ai ma nouvelle branche. Donc là ensuite, on va modifier juste un fichier. Donc, on va le mettre en mode code source. Voilà. Et je vais mettre, je teste le système de feature Gitflow. Voilà, j'enregistre. Je vais faire rapidement un commit, parce que j'ai fait une mise à jour. Update du README. Voilà. Je commit et je push. Donc après là, c'est comme Git, hein, c'est une branche de travail, vous faites autant de commits que vous voulez, vous faites un peu ce que vous voulez dessus. Il n'y a aucun problème. Puis je me dis, bah tiens, ma feature, elle est terminée. Et vous voyez, en fait, il m'avait donné il m'avait donné aussi cette indication. Il fait maintenant, vous pouvez que faire des commits sur cette feature. Et quand vous l'avez terminé, vous utilisez cette commande-là pour pouvoir terminer votre branche. Et en fait, cette commande-là, donc avec le finish, c'est très puissant. Parce que là, vous n'êtes pas obligé de vous dire ah d'accord, je l'ai terminé, donc maintenant je dois merger ma branche où exactement, il va le faire pour vous. Juste pour rappel, une feature, vous tirez une branche de Develop, vous travaillez sur cette branche, et une fois que vous la terminez, elle se merge sur Develop. Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc là, vous voyez, je vais juste taper cette commande-là. Voilà, donc il met un petit résumé. Il a checké au niveau du repo. Voilà, il dit c'est up to date parce qu'il a checké l'origine. Il fait un update au niveau des commits. Il nous dit ce qui a été changé. Il est très gentil. Il a supprimé la branche et ensuite il m'a fait un résumé des actions et c'est en gros ce que je vous ai expliqué. Donc là, je vais juste, comme là je suis retourné, il a supprimé ma branche, je suis retourné automatiquement sur Develop, et tout ce que je vais faire, c'est je vais push mes changements. Donc je vais push ce qui a été fait sur Develop via cette feature-là. Donc là, vous voyez, GitHub a déjà détecté que Develop avait changé, et en effet, si je vais sur Develop, vous voyez, l'autre branche a disparu. Et là, on voit mon README qui a été modifié. Voilà, c'est aussi simple que ça, Gitflow. Et les autres branches, les autres types de branches, c'est à peu près pareil. Donc, par exemple, si on veut faire une release, donc là, je vais le faire avec la console, parce que vous voyez, c'est exactement la même chose. Hein, on aurait dû faire avec l'interface graphique, c'est exactement la même chose. Donc là, on aurait dû faire Gitflow, release, start et le nom de la release. Donc là, on va mettre 1.0 par exemple.
On va cliquer sur OK. Donc là, voilà, il m'a créé une nouvelle release qu'il a basée sur Develop. Alors, il y a une petite particularité sur les releases qu'on va voir très rapidement. En fait, la release part de Develop et une fois qu'elle est terminée, elle est mergée sur Develop et sur Master. Et là, vous vous dites peut-être, bah, si on part de Develop pour faire une release et qu'elle est aussi mergée sur Develop, quelle est l'utilité à ça? En premier lieu, on va se dire, il n'y a pas d'utilité. C'est-à-dire que quand vous faites une release, donc vous allez en fait tester cette release. Si tout va bien et qu'il n'y a rien à rajouter, c'est vrai que sur le principe, on peut se dire, ça sert à rien. Mais ce qui peut arriver, et ce qui arrive très souvent et très fréquemment, c'est qu'au moment où vous préparez votre release, vous apercevez qu'il manque certains détails, donc vous allez rajouter des petites choses. Donc vous pouvez faire des commits sur une branche de release, hein, c'est une branche comme une autre, une branche de travail. Vous êtes capable de faire des commits dessus. Donc par exemple, pour mettre à jour la doc, vous avez détecté un bug de dernière minute, vous voulez le fixer à ce moment-là. Donc vous allez faire des commits. Le problème, c'est que si la release, on la fait partir de Develop pour la faire merger directement sur Master, on va se retrouver avec un problème où il y aura un déficit de fonctionnalité sur Develop. Parce que forcément, comme vous allez faire des commits sur cette nouvelle branche, si ça se mergeait que sur Master, bah, automatiquement, vous n'allez pas les récupérer sur Develop. C'est pour ça que dans la méthode Gitflow, une release qui part de Develop sera toujours mergée et sur Develop et sur Master. Donc ça, c'est la petite particularité de cette branche. Donc là, si je fais pas de commit, bah, et que je teste et que tout va bien, bah, je peux directement dire, bah, je vais faire un finish. Donc là, je vais vous le montrer, bah, je vais faire le finish, vous voyez, directement sur l'interface graphique. Vous voyez, il me propose finish et publish. Alors oui, pour les releases, il y a une commande publish. On ne la verra pas ici parce que bon, c'est pas intéressant dans l'immédiat au niveau de l'exemple, mais on a la possibilité via une commande de pouvoir publier votre release et d'automatiser la publication qu'il y a derrière. Donc là, je vais faire un finish. Automatiquement, il va me demander un numéro de version de tag, parce que forcément, je fais une nouvelle version. Donc là, c'est la 1.0. Je clique sur OK. Voilà. Et il me dit, voilà, ça a été mergé sur Develop et sur Master. Et si je fais un push, donc là, il va me push Develop. Et je vais push Master. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. La branche de release, elle est déjà supprimée. Tout s'est fait correctement. Et si je retourne sur mon repo, donc là, vous voyez que ça n'a pas changé parce que j'ai pas fait une nouvelle chose. Et si je vais sur Master, voilà, Master contient la nouvelle fonctionnalité. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de savoir que... Alors, ouais, ça c'est normal. En fait, j'ai pas poussé les tags. Donc ça peut être un peu chiant, entre guillemets, c'est de se dire « Ah oui, mais pourquoi il ne push pas automatiquement ?» En fait, c'est normal, c'est une sécurité, c'est que si jamais vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas, bah en fait, comme ça reste en local et que c'est pas sur le distant, ça vous donne une sauvegarde et une sécurité supplémentaire. Tout simplement. Donc là, en fait, si je recharge ma page, vous allez voir que j'ai mon tag qui est apparu. Voilà, et si je clique sur mon tag, je vais avoir la même version. Donc vous voyez, en fait, en quelques lignes de commande, en fait, on est capable de faire pas mal de choses et ça fait des choses structurées. La dernière partie qu'on va voir à ce niveau-là, c'est le hotfix. Donc voilà. Donc le hotfix, en fait, fonctionne en fait, comme la release.
à la simple différence que là, vous partez de master. Donc le but du hotfix, c'est de faire un correctif d'un bug qui est directement en prod. Donc là, en fait, on part de master, on corrige le fixe, et ensuite, dès qu'on termine le correctif, ça va se merger automatiquement sur develop et sur master. Donc là, je vais mettre fixe readme. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Donc là, on part de master. Donc là, je vais faire fixe du readme. J'enregistre. Et là, je vais commit. Voilà, j'ai push la branche, je n'étais même pas obligé. Et là, je vais terminer le hotfix. Donc là, il va me demander un tag. Donc je vais mettre 1.0.1 et je fais OK. Parce que les hotfix demandent aussi un tag et pour pouvoir éventuellement faire le déploiement, ce qui est logique. Voilà, donc tout c'est terminé. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est, vous voyez, je dois juste push mes différentes choses. Voilà, et le dernier truc, c'est je vais push les tags. Donc là, si je recharge, bah, vous allez voir que ma version 1, elle contient toujours ça. Si je vais sur master, j'ai mon correctif. Si je vais sur develop, j'ai mon correctif. Et je veux aller trop vite. Voilà, là il y a un tag. Qui s'appelle fix readme. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être un bug au niveau de l'utilitaire que j'ai. En tout cas, voilà, il m'a créé quand même un autre tag, et là on retrouve la version. On peut comparer entre le fixe et la version principale que j'avais fait au niveau de la release, et vous voyez, c'est différent. Donc voilà, un petit peu au niveau des commandes, vous voyez, c'est très simple à utiliser. Il y a une chose que je voudrais quand même ajouter par rapport à cela, parce que on a déjà eu le cas, et je sais que ça peut arriver, c'est peut-être que vous vous dites, bah ok c'est bien, là tu nous montres un exemple entre guillemets bateau, où on crée les branches, ceci, cela, voilà. Donc là, Gitflow, en faisant ça, ça permet en fait de vraiment cloisonner chaque fonctionnalité, chaque résolution de bug, et de se répartir le travail au niveau des personnes. Donc chacun fait sa petite feature, fait sa popote, hop, c'est mergé, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la solution ne va pas vous éviter d'avoir des conflits. Ou, par inadvertance, si vous ne faites pas attention, des régressions au niveau de code, des pertes de code, parce que vous avez vous n'avez pas mergé comme il faut, etc. Ça va dépendre en fait de votre façon de travailler, de comment et de la qualité du code que vous avez derrière, de comment est structuré, découpé votre application. Ça, c'est le premier point. Deuxième point aussi, qui peut arriver très souvent, qui arrive même fréquemment, c'est que vous avez vous qui faites votre feature, et vous avez votre collègue qui fait sa feature de son côté. Sauf qu'à un moment donné, vous discutez avec votre collègue, et vous apercevez qu'en fait, il y a soit une partie de sa fonctionnalité qu'il a commencé à développer, ou une portion de code, genre une fonction qu'il a fait, etc., qui serait intéressante pour vous à l'utiliser, mais vous ne pouvez pas, puisque vous avez chacun votre propre branche. Que faire? Eh bien, tout simplement,
vous avez le droit de le faire, ça fait partie des fonctionnalités de Git et c'est tout à fait légitime. C'est vous pouvez tout simplement, si vous avez besoin de récupérer une partie de son code ou tout simplement même la totalité de sa branche, c'est de faire tout simplement un merge de sa branche sur la vôtre pour pouvoir récupérer son code et la fonctionnalité et pouvoir produire le code à l'issue de cela. Ça, vous pouvez très bien le faire. Faites un merge d'une autre branche dans votre feature, ça posera aucun problème, ça va couler de source, il n'y a aucun souci. Ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut jamais faire et qui ne sera de toute façon pas permis si vous utilisez l'utilitaire Gitflow, que ce soit en ligne de commande ou via une interface graphique. Mais on sait qu'on peut quand même le faire. Rien ne m'empêche de pouvoir créer une branche, donc de mettre sur une branche de feature et de tirer une nouvelle branche de cette feature. Mais ne le faites jamais parce que vous allez avoir plein de problèmes. Je peux vous l'assurer. J'ai pas de cas concret à vous montrer dans l'immédiat, mais on a déjà eu des cas où je travaille où on avait tiré une branche, une feature, pas de develop, mais d'une autre feature. Et là, ça a été un petit peu le drame quand on a voulu tout réconcilier, tout mettre sur develop. Ça a été un vrai petit calvaire. Donc, ne le faites jamais. Si vous restez cantonné à l'outil Gitflow, normalement vous n'aurez pas le problème. Mais par contre, si vous autorisez des dérives ou que vous tirez des branches manuellement avec la méthode Gitflow, le risque peut être plus élevé et vous pouvez l'avoir. Et en fait, des fois, par une faute d'inattention, on peut tirer une branche pas du bon endroit. Donc, si on le fait, ça serait pas top. Donc faites très attention par rapport à ça, respectez bien le canevas Gitflow, une feature ça part toujours de develop, un hotfix ça part toujours de master, et une release ça part toujours de develop. Il faut absolument respecter ce schéma, c'est vraiment très important. Vous verrez que en l'utilisant, si vous n'avez pas encore utilisé Gitflow, ça va être vraiment très sympa de travailler comme ça parce que ça va vraiment cloisonner et ça va surtout vous donner de la visibilité sur votre projet en termes de fonctionnalité et ce qui est en train d'être réalisé. Et ça, c'est très important dans notre métier d'avoir de la lisibilité sur notre travail et aussi pour ses clients pour pouvoir mieux répondre à leurs attentes. Donc la dernière chose aussi que je vais vous montrer, c'est comment on utilise la méthode Gitflow. Parce que oui, on utilise l'outil, mais pas totalement. Mais par contre, on utilise la méthode en entier. Ça, c'est clair et net. Alors, comment ça marche? Eh bien, je vais vous montrer un exemple qu'on a. Et ça sera plus simple. En fait, nous, au niveau de Gitflow, on utilise la méthode entière, mais alors, il faut juste que je trouve le bon repo. Je vais peut-être passer plutôt par l'URL, ça sera plus simple pour vous montrer. Hop. En fait, nous, au niveau de l'utilitaire Gitflow, donc par exemple, si je reprends mon IDE, que je pars de là, nous on va surtout utiliser les starts. Et en fait, on va jamais utiliser les finishes chez nous. Les finishes, on va les faire en fait d'une manière manuelle. Alors vous demandez pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, dans le process, dans la méthode Gitflow, on est venu greffer d'autres outils et d'autres méthodes qu'il peut y avoir derrière. C'est ça aussi la force de Gitflow, c'est que comme c'est une méthode, on peut se l'approprier et utiliser celle-là uniquement. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Par contre, on peut venir greffer d'autres méthodes tout aussi qualitatives qui améliorent, on va dire, la qualité du développement. Et tout ça fonctionne en parfaite harmonie. Après, on est obligé, malheureusement, de faire des concessions sur certaines parties des méthodos, ou plutôt sur certains outils que proposent les méthodos. Notamment, nous, avec Gitflow, on ne fait pas les finishes. Donc, comment ça se passe? En fait, nous, on utilise les starts, et en fait, on
avant de se dire, quand on a terminé une feature, en fait, on ne fait pas un finish, on va créer ce qu'on appelle une pull request sur GitHub. Donc, je vais vous montrer un exemple hein, sur un projet qu'on a. Voilà. Je vais prendre celle-là, par exemple, et puis voilà. Donc, en fait, nous, on utilise les pull requests de GitHub. Alors pourquoi on utilise les pull requests? Tout simplement parce que tous nos repos que l'on a configurés, on ne peut pas commit directement sur develop et sur master. Si vous voulez, la méthode Gitflow actuellement, comme là je l'ai utilisée en local, et ça n'a posé aucun problème là sur le repo que on vient de tester, que je viens de vous montrer. En fait, on a bloqué au niveau de nos repos, on a dit voilà, on peut pas directement faire des commits sur ces branches. La seule façon de pouvoir faire des commits sur cette branche, c'est de faire des commits via des pull requests. Alors pourquoi on est passé par ce processus-là? Parce qu'en fait les pull requests nous permettent en fait d'automatiser pas mal de choses à cette étape-là au moment où on a terminé notre fonctionnalité. Et notamment, je vais vous montrer. Notamment, on peut faire ce qu'on appelle donc des reviews de code. Donc là, par exemple, si je veux faire une review, donc là je vais cliquer là-dessus, voilà. Hop, et je vais le mettre en mode split, voilà. En fait, quand on fait une pull request, ça nous permet en fait de voir tout le code que l'on a changé. Voilà. Et ça permet aussi à quelqu'un de faire une revue de code. Si vous ne savez pas ce que c'est une revue de code, je vous mettrai le lien dans la description. J'ai fait un article dédié à ça. C'est une méthode et je vous conseille d'utiliser ça parce que ça peut... Il y a pas mal d'avantages et de bénéfices à faire cela. Donc en fait, on a intégré, donc, grâce au pull request, la partie review de code. Vous voyez, donc c'est moi qui ai fait la pull request, et en fait, tant que mon collègue ne m'a pas fait ma review, je ne peux pas merge la pull request. À côté de ça, on a intégré d'autres outils au niveau de la pull request, c'est-à-dire qu'on a fait une interconnexion avec un outil qui s'appelle Heroku, qui en fait déploie une instance de notre application avec la fonctionnalité que je viens de développer de manière automatique. Ça veut dire que mon collègue, quand il fait sa review, ou même le client, quand on veut lui présenter, on est capable de lui présenter la fonctionnalité dans un environnement isolé. Donc ça, c'est plutôt sympa, je trouve. C'est toujours mieux aux personnes qui regardent ce qu'on a fait de mieux se projeter, de pouvoir éventuellement tester. Et en fait, à côté de ça, on a intégré d'autres outils, notamment nous on utilise Sonar Cloud, qui est un outil en fait d'analyse de code, de la qualité du code. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que on passe par le système des pull requests et pas par le système de finish de Gitflow pour pouvoir intégrer d'autres outils et d'autres méthodes pour accroître notre qualité au niveau de notre fonctionnement sur les projets. Donc voilà ce qu'on fait. Alors, je dis pas que c'est ce que vous devez utiliser, hein, la méthode Gitflow de base fonctionne très bien, c'est juste par rapport à nos besoins et nos objectifs de qualité en termes de code sur nos projets. Par contre, le fait de faire ça, on perd un petit peu alors, on a gagné en sécurité par rapport à la partie des branches principales, notamment Master et Develop, parce qu'elles sont bloquées par rapport à GitHub. Mais ce qu'on a perdu aussi, on a gagné aussi en qualité de code, parce que ce qu'on a intégré comme outil, ça nous permet en fait d'accroître notre qualité. Par contre, on perd en efficacité dans la méthode Gitflow. C'est-à-dire que le finish, quand on fait le finish, on ne doit pas se poser de la question de où ça doit aller. Ce qui n'est pas le cas avec les pull requests. En fait, quand vous créez une pull request, par exemple, dans GitHub, c'est un peu le problème, c'est qu'on part d'une branche pour comparer à une autre. Donc en fait, le truc, c'est que par exemple, pour une feature, je vais dire, bah, je crée une pull request où la base, voilà, par exemple, je vais prendre cette feature-là, je vais cliquer dessus, et en fait, je dis, bah voilà, cette feature-là part de develop.
Donc jusque-là, pas de problème. Mais rien ne m'empêche de dire, bah en fait, non, c'est master. Et là, je respecte plus trop la logique Gitflow. Donc j'ai pas cette sécurité qu'on peut avoir avec le mot-clé finish. Donc ça, c'est le premier truc à savoir. La deuxième chose à savoir, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, pour les hotfix et les releases, on va merger sur 2 branches, sur develop et sur master. Ça veut dire que si j'ai un hotfix, par exemple, on va prendre celle-là, bah, le hotfix, je vais le faire sur master. Mais ça veut dire aussi que je dois créer une pull request sur develop. Et là, si vous avez capté le truc, bah en fait, il faut pas oublier de faire 2 pull requests pour ce type de branche. Et ça peut être embêtant parce que automatiquement, on est obligé de penser à cela. On est obligé de penser de quelles sont les arrivées et de les configurer manuellement. Donc on perd cette efficacité-là comparé à la méthode de l'outil Gitflow. Donc ça peut être un peu gênant et déstabilisant pour certains. En tout cas pour nous ça nous gêne pas parce que même si on n'a plus cette sécurité et cette facilité que nous proposait l'outil Gitflow, on gagne pas mal avec les autres outils qu'on a à côté. Donc ça, voilà comment un petit peu nous on fonctionne. Donc on n'utilise pas du tout les finishes, c'est les pull requests qui prennent le relais. Et en fait, on applique la méthode de manière manuelle en la configurant nous manuellement. Ça nous fait pas perdre énormément de temps, ça va très vite, mais il faut être très assidu et il faut se poser les bonnes questions pour pas faire de bêtises. En général, si on fait une pull request et qu'on la crée sur la mauvaise chose, souvent les collègues peuvent le voir aussi ou on le voit directement en fait. Mais bon. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et aussi pareil pour les tags, on est obligé nous de penser et de les créer manuellement. Et ça on a procéduré au niveau de nos déploiements pour les créer à ce moment-là. Donc souvent on n'oublie jamais d'en créer. Donc ça pose pas trop de problèmes. Donc voilà un petit peu notre mode de fonctionnement au niveau de Gitflow. Voilà, j'espère que ça vous a donné des idées, ça vous a peut-être donné envie de tester, de l'implémenter chez vous, peut-être d'aller plus loin si vous connaissiez. Après, je n'ai pas la science complètement infuse, donc si vous avez des remarques ou même des suggestions, n'hésitez pas à me les soumettre pour agrémenter, on va dire, l'article et la vidéo, hein, c'est fait aussi pour ça. Et au cas où, si jamais les outils que je vous ai montrés et parlé brièvement, si vous voulez avoir des explications ou même des vidéos portant sur ce sujet, bah, n'hésitez pas à me les soumettre, je serai très content de faire cela pour vous. Voilà, à une prochaine vidéo, ciao.